Loin de ces combats, il y a également autre chose qui est en train de se jouer, une question qui se pose de plus en plus. C'est de ce côté-là, ici à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Vladimir Poutine serait-il en train de préparer une seconde tentative d'invasion? Et oui, un peu comme ce qui s'était passé dans les toutes premières semaines, en passant par le nord et en déferlant par cette frontière biélorusse. Ça peut paraître un peu fou, hypothèse d'école, mais de plus en plus de signaux le laissent penser via la Biélorussie. Et ce qui nous fait penser à ça, Magali, ce sont ces images qu'on voit actuellement, ces convois interminables de blindés qui sont amenés par voie ferrée. Il y a aussi des hommes, des réservistes qui arrivent massivement en Biélorussie. Est-ce que c'est une hypothèse, un scénario qui est en train de monter, qui est de plus en plus crédible? Ça paraît quand même compliqué à croire quand on voit bien ce qui s'est passé le 24 février, qu'avec 160 000 hommes, Kiev n'a jamais pu être prise et en 3 jours, il a fallu pour les Russes renoncer. Alors est-ce que là, ce sont 9 000 soldats russes qui ont été envoyés sur le sol biélorusse. Moi, ce que je pense davantage, c'est que c'est une façon de maintenir la pression sur les Ukrainiens, de menacer de franchir cette frontière qui est immense, hein, ce sont des centaines de kilomètres, pour obliger les Ukrainiens à maintenir des troupes sur ce front nord. Mais on sait bien quand même que Loukachenko, le dirigeant bélarusse, n'a aucune envie de s'engager dans cette guerre en Ukraine. Il est sous pression maximale de Vladimir Poutine pour qu'il fasse des gestes. Alors, voilà, il accueille ses militaires, ses camions. Ça servira peut-être d'entraînement. La Biélorussie sert en tous les cas de base arrière pour frapper. Notamment, les drones kamikazes ont été envoyés en partie de Biélorussie aujourd'hui. Mais une invasion, une nouvelle tentative d'invasion par la Biélorussie, les Biélorusses vraiment n'ont pas envie d'y aller. La population, elle est contre cette guerre en Biélorussie. Et Loukachenko, il a plutôt besoin de son armée à domicile pour protéger son pouvoir plutôt que de l'envoyer de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus cette petite musique. Il y a notamment certaines ambassades de pays comme la Chine ou de pays d'Asie centrale qui ont dit ces dernières heures à leurs citoyens de quitter Kiev parce que la situation devenait à leurs yeux dangereuse. Mais il faut plus mettre ça en corrélation avec ces drones kamikazes que l'on voit s'abattre sur la ville qu'une véritable tentative d'ouverture d'un nouveau front. Est-ce que stratégiquement, après tout, général, on ne peut pas se dire, voilà, il y a des fronts qui occupent beaucoup de monde, on l'a dit, à Kherson, mais également dans le Donbass, hein, du côté de Bakhmout, où ça continue à frapper très fort. Après tout, Vladimir Poutine peut se dire, ils sont plus faibles sur le nord, moi je vais attaquer massivement par là, et on ne jouera pas le coup comme il y a un an. Cette fois, on sera plus efficace. Oui, on peut se le dire, mais après, tout est dans l'exécution. Alors d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, l'armée bélarusse, on ne sait pas ce qu'elle valait au départ probablement pas grand-chose au départ de l'offensive en février. Là, ces arsenaux ont été pillés. Parce que, mais il y a les réservistes russes qui arrivent. Oui, alors, donc là, il reste effectivement la possibilité qu'un contingent russe de 9000 hommes fonce sur Kiev, hein, puisque c'est un peu ça l'histoire qui est racontée. D'abord, je pense que ce contingent, il est étroitement surveillé par les renseignements ukrainiens et par tous ceux qui les aident à obtenir du renseignement, pour savoir si effectivement il y a le début de la réalité d'une menace et d'une préparation. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Après, 9000 hommes, c'est pas beaucoup, parce que si vous faites un ratio entre les combattants et ceux qui les soutiennent, déjà, ça tombe beaucoup. Après, les Ukrainiens ont certainement pas mis... On voit où est l'effort des Ukrainiens. Il est à Kherson, il est dans le Donbass, etc. Ils n'ont certainement pas mis énormément de troupes, mais enfin, ils ont dû quand même, depuis le temps qu'on leur annonce qu'il va y avoir une offensive de ce côté-là, prévoir quelque chose. Donc, quelque chose qui est adapté non pas à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télévision ou à ce que disent les Russes ou les Bélarusses, mais qui est adapté à la réalité de la situation telle qu'ils l'aperçoivent. Voilà. Et donc moi, je ne suis pas fondamentalement, effectivement, inquiet pour Kiev qu'ils aient un déboulé de chars russes de ce côté-là. Il y aura peut-être une tentative de quelque chose, une sorte de baroud d'honneur, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, j'imagine quand même qu'il y a
un certain nombre de cas non conformes qui ont été étudiés par l'état-major ukrainien. On appelle ça des cas non conformes en termes Oui, de stratégie c'est-à-dire militaire. que, en fait, globalement, vous faites une offensive, vous avez prévu une manœuvre quelque part et vous avez un cas qui surgit ailleurs. Effectivement, vous avez raison. Au moins dans le discours, c'est une diversion, c'est une tentative de diversion. Est-ce qu'elle se matérialisera? C'est extrêmement difficile à dire. Et je pense que le volume de force est aujourd'hui trop faible pour tenter quelque chose. Il ne faut pas oublier que ce qui est arrivé à 160 000 hommes peut arriver à 9 000 hommes, et que si c'est encore un échec avec beaucoup d'images de matériel russe, les derniers calcinés sur le bord de la route et de soldats russes prisonniers ou en débandade, ça ne va pas encore arranger l'affaire. Donc c'est une arme qu'il faut savoir manier avec beaucoup de dextérité. Quand même. C'est vrai, Didier, que ça peut sembler improbable aujourd'hui, mais ce dont on entend parler, c'est plutôt une perspective à 3 mois. C'est plutôt février, quoi. Et d'ici à février, Vladimir Poutine, il a le temps de masser des hommes et du matériel de l'autre côté de la frontière. Mais ça va se voir, comme le disait Grégoire, enfin, le général de Saint-Quentin, c'est les satellites occidentaux, mais ils sont l'œil dessus, rivés. Et évidemment, 9 000 hommes, vous imaginez, la dernière fois, à 30 000, ils se sont pris une déculottée avec le matériel qui leur a été fourni par les missiles Javelin, les Henlo, etc., pour arriver. Ils ont essayé par Irpin, c'est pas passé. Ils ont essayé par Kharkiv, de l'autre côté, là, Tchernihiv, c'est pas passé. Ils étaient 30 000 pour faire cet assaut. Et ils avaient une armée ukrainienne qui était en organisation. Encore, oui. Là maintenant, elle est gonflée à la testostérone, elle est sous amphétamine, avec des armes qui sont tombées de tous les côtés, et ils veulent l'attaquer avec 9000. Eh ben, je leur souhaite du plaisir, les gars. Non, mais honnêtement, et d'ailleurs, les Ukrainiens, comme le disait le général de Saint-Quentin, ont prévu le fameux canon conforme. Ils se sont même payé le luxe de faire un exercice il y a 15 jours sur l'ensemble des 950 km de frontières belorusses, depuis Lviv jusqu'à Kiev, avec de la brigade territoriale, ce qui sera très largement suffisant pour faire le job et faire le coup d'arrêt. D'autant que, rappelons un dernier petit élément général de rapport de force, parce que les militaires, ils aiment bien ça, le rapport. Là, on est à l'ouest de l'Ukraine, à un endroit où on va voir d'où pourrait venir qui a la défense du ciel. Comment les avions russes, même en partant de la fameuse base qui est à Gomel, qui est la base la plus proche, pourraient pénétrer les défenses antiaériennes ukrainiennes et se taper le soutien à leurs troupes. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent le faire. Mais ce sont des réservistes. Et donc là, la dernière fois, c'était les meilleures troupes. Là, ce sont des réservistes qui sont à peine formés. On a vu au cours des émissions précédentes que la doctrine d'emploi interarmes de l'armée russe, elle laissait quand même à désirer. Donc il faut être capable d'être manœuvrant avec des appuis, etc. Donc ils auraient réappris tout ça en quelques semaines. Ça paraît assez peu probable quand même. En tout cas, le président bélarusse, lui, il a déjà un prétexte tout trouvé pour justifier une éventuelle intervention. L'entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux bélarusses pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays devient une menace directe. En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'État et de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus. Magali. Non, mais on voit bien, il désigne l'ennemi, l'OTAN, les membres de l'OTAN, la Pologne. Surtout qu'il y a des manœuvres qui ont commencé aujourd'hui. La Pologne, la Lituanie, où est réfugiée la principale opposante à Loukachenko. Et en effet, il dit qu'il y aura un bataillon conjoint, mais à la frontière, même il parle du côté occidental. Il a parlé de la frontière occidentale. Et donc pas de cette frontière avec l'Ukraine. On voit quand même qu'il y va, mais il y va vraiment à reculons. Donc, non, et il le dit bien d'ailleurs, Loukachenko, encore ces dernières heures. De toute manière, les forces qui sont là pour juste être à la frontière. Il n'est pas question de passer de l'autre côté. Et Volodymyr Zelensky, d'ailleurs, a fait une proposition pour un peu couper l'herbe sous le pied d'une possibilité d'invasion par la Biélorussie. On l'écoute, le président ukrainien.
Afin d'éliminer complètement cette provocation, de supprimer ces récits de Loukachenko, de supprimer même l'hypothèse de toute menace présumée de notre part, nous offrons notre solution. Une mission d'observateurs internationaux peut être stationnée à la frontière de l'Ukraine et du Bélarus pour surveiller la situation sécuritaire. Voilà, une proposition qui fait évidemment devant de nombreux chefs d'État et de gouvernement. On imagine mal que cette proposition puisse être acceptée côté Bélarus et côté russe, naturellement. Le conflit qui a connu également un visage, en tout cas il y a un visage qui a émergé dont vous n'aviez pas entendu parler, alors que c'est quelqu'un qui est très très connu et pas en bien du côté de l'Ukraine. C'est quelqu'un qui s'appelle Strelkov. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle, Strelkov? Vous le découvrez ici. Magali Partez, rappelez-nous de qui on parle. Alors, c'est un soldat russe, un ultranationaliste. C'est vraiment le représentant du camp des ultras, un membre du GRU, en effet, des services de renseignement. Alors, il a été à la manœuvre, notamment lors de l'annexion de la Crimée en 2014, puis très, très présent dans le Donbass, dans la République autoproclamée de Donetsk. Non, c'était le patron, le ministre de la Défense autoproclamé, en effet, où il avait eu un rôle absolument clé. Il est même, vous vous souvenez du crash de cet avion de la Malaysian Airlines au-dessus de l'Ukraine qui avait été abattu par des séparatistes. Il est l'un de ceux qui est rendu responsable de ce crash. Et d'ailleurs, les Pays-Bas, aujourd'hui, sont en train de mener un procès. Et voilà, évidemment, il n'est pas dans le box, mais c'est lui le principal instigateur. Ensuite, il a été rappelé par Moscou. Manifestement, il a eu des démêlés avec Vladimir Poutine. Et il a créé une chaîne Telegram où en fait il est devenu l'un des grands blogueurs ultranationalistes qui a été très critique ces derniers temps de la façon dont cette guerre était menée. Il a traité Poutine de clown par exemple en expliquant que l'Ukraine allait gagner cette guerre, que la Russie n'avait pas les moyens. Donc il est vraiment dans le camp des jusque-boutistes, de ceux qui ont essayé de pousser Vladimir Poutine à mettre davantage de moyens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien c'est qu'il va aller lui-même défendre les couleurs de la Russie. Il est envoyé sur le front en première ligne. Donc voilà, on voit bien sa fiche d'identité et on l'a vu en photo, se faire prendre en photo avec son épouse juste avant le départ pour le front. Une façon plutôt maligne, Didier, pour Vladimir Poutine, de se débarrasser de ce fameux Igor Strelkov. Hein. Mais ça se passe très 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 mal entre Strelkov, qui est son pseudo, ça veut dire le fusilier, son vrai nom c'est Girkin. En fait, c'était l'homme des services de renseignement russes qui a été chargé d'organiser les milices indépendantistes ukrainiennes, sécessionnistes, et c'est lui qui était le penseur de cette espèce d'idée de Novorossia. Et puis finalement, il a considéré qu'il avait été trahi par Poutine, parce que Poutine, pour essayer quand il a organisé l'indépendance et l'annexion de la Crimée, a abandonné les deux autres républiques de Luhansk et de Donetsk pour pouvoir absorber la Crimée. Et c'est là que s'est créée la rupture. Et plus ça va, plus effectivement, il est le porte-parole. Donc il a été remplacé par un autre colonel du FSB. Et il est devenu un peu l'opposant, le porte-parole des opposants radicaux. C'est-à-dire ceux qui disent il tape pas assez fort, il va pas assez loin. Voilà, c'est la bande Douguine, etc., etc. Avec Wagner, avec Kadyrov, etc. Donc on est sur les ultra-radicaux, et lui, il est complètement dans l'appareil, par ailleurs. Il est dans l'appareil de sécuritaire. Donc effectivement, il pouvait difficilement continuer à être critique à l'extérieur. Donc il l'envoie visiblement pour commander en adjoint d'une brigade sur le front. Et on verra combien de temps il a d'espérance de vie au combat. Il n'a pas intérêt à se faire prendre parce qu'en tous les cas, sa tête est mise à prix par les... 100 000 $. 100 000 $ par les Ukrainiens si il est capturé. C'est peut-être l'une des seules chances de s'en sortir vivant de cette... Oui, il ira au tribunal pénal international pour la question, justement, parce qu'il était derrière la batterie de Buk, enfin donc de anti-aérienne, qui a abattu un avion civil quand même.
Ça fait partie effectivement de ces visages qui émergent dans les combats. Je peux vous dire que dès que la nouvelle a été connue sur les réseaux sociaux ukrainiens, son visage est apparu partout, wanted, $100 000 pour sa capture. Il est très très attendu du côté de l'Ukraine. Il a une front sur la figure, ce monsieur, pas seulement à Moscou. Allez, l'Ukraine et Kiev bombardés, mais que cherche Poutine? C'est la question que vont se poser Éric Brunet, Julie Hamet et compagnie dans quelques instants. Nous, on se retrouve demain.